Le parc national de Zion est situé dans le sud-ouest de l'État de l'Utah. Ce petit parc d'une superficie de 600 km² est célèbre pour ses profonds canyons creusés par la rivière Virgin et ses affluents dans des roches colorées âgées de dizaines de millions d'années. Un premier circuit est proposé aux visiteurs, au bord ou dans le lit même de la rivière peu profonde. Il permet d'apprécier les pentes abruptes du canyon, mais aussi l'eau glaciale du cours d'eau. La pente suivie par la rivière Virgin, qui appartient au bassin du fleuve Colorado, varie entre 0,9 et 1,5% dans le parc. Et ce dénivelé important qui se retrouve dans les canyons encaissés accélère alors l'écoulement des eaux. Le sol de la région des canyons de Zion est constitué de 9 formations géologiques superposées qui représentent 150 millions d'années de sédimentation. Cet empilement de roches de 3000 mètres d'épaisseur s'est formé, ici aussi, dans des mers chaudes, des lacs, des déserts ou dans un environnement côtier. Devenu parc national en 1919, le parc a été nommé du vocable Zion, un ancien mot hébreu signifiant refuge ou sanctuaire. Célèbre pour ses paysages colorés et ses canyons imposants, le parc attire chaque année plus de 2 millions de touristes. Il est classé le 7e plus visité des parcs nationaux du pays. Toujours dans le sud de l'Utah, le parc national de Bryce Canyon, d'une superficie de 145 km², est renommé pour ses formations géologiques composées de roches colorées et âgées de dizaines de millions d'années. Toute la région appartient à la partie occidentale du plateau du Colorado, célèbre pour ses roches rougeâtres soumises à l'érosion. Bryce Canyon se situe en altitude, son point culminant étant à 2778 mètres et le plus bas au niveau du ruisseau qui coule au fond, à 2018 mètres d'altitude. Le parc est constitué de zones élevées semi-arides et présente un ensemble d'immenses amphithéâtres naturels creusés par l'érosion. Le plus grand d'entre eux, Bryce Canyon, mesure près de 20 km de long sur 5 km de large, pour une profondeur d'environ 250 mètres. Un chemin en longe le bord supérieur et plusieurs postes d'observation y sont présents. L'histoire géologique de la région est marquée par de nombreux dépôts de sédiments s'étalant de 130 à 40 millions d'années. L'érosion de ces dépôts a ensuite créé au fil des années des hoodoos, aussi appelés cheminées de fées. Le hoodoo est une sorte de grande colonne naturelle faite de roches sédimentaires friables et dont le sommet est constitué d'une roche plus résistante à l'érosion. Ces formes étranges, parfois phalliques,
sont à l'origine de nombreuses croyances ou légendes. Ici, à Bryce Canyon, les hoodoos étaient considérés comme les restes pétrifiés d'anciens êtres qui avaient été punis pour avoir mal agi. Ils sont l'emblème du parc. Ici aussi, il s'agit donc d'une ancienne plaine alluviale ou fond marin qui s'est soulevée sous l'action de la tectonique des plaques et qui a ensuite été érodée par les précipitations et les ruissellements. Le résultat semble être un véritable paysage lunaire, si ce n'était les conifères qui parsèment les pentes les plus douces. Hormis les hoodoos, l'érosion du plateau entraîne la formation d'autres structures géologiques qu'on appelle des arches. La couche géologique supérieure a par endroits mieux résisté aux précipitations et seule la partie inférieure a été détruite. Très populaire avec ses fameux pigeons, la place San Marco enserrée par le Palais des Doges, la bibliothèque Marciana, le Campanile et la basilique San Marco attirent en toute saison une foule de touristes et de photographes. En 828, la basilique San Marco dut son existence au fait que la ville voulait changer de saint protecteur pour rivaliser avec Rome et son Saint-Pierre. Le doge envoya donc 2 marchands vénitiens voler les reliques sacrées de saint Marc l'évangéliste dans une petite chapelle proche d'Alexandrie en Égypte. Il est à noter que Marc était venu évangéliser la région au 1er siècle. La basilique et ses coupoles a donc été édifiée pour abriter les reliques du nouveau saint patron de la ville, avec le lion comme symbole. Autre animal important sur la façade, le cheval. Ceux-ci, en cuivre doré presque pur, proviennent de l'hippodrome de Constantinople et ont été ramenés durant les croisades. Ils pèsent 875 kg chacun. Si la décoration somptueuse de la façade laisse une impression d'immense richesse, l'intérieur n'est pas en reste. C'est ici qu'a eu lieu l'introduction de la coupole centrale en Italie, ce qui a grandement influencé nombre d'architectes depuis Michel-Ange jusqu'à nos jours. Saint Marc est ici chez lui. À l'extrémité sud du Grand Canal se trouve la basilique Santa Maria della Salute, dont la construction fut décidée par le Sénat de Venise en 1630, alors qu'une épidémie de peste décimait près d'un tiers de la population depuis 2 ans. L'architecte Baldassare Langhenna a consacré 50 années de sa vie à ce chantier qui est la construction de Venise, reposant sur le plus grand nombre de pilotis. Il y en a plus d'1 million pour soutenir l'édifice. L'architecte a conçu la basilique de forme octogonale pour évoquer une couronne dédiée à la Vierge. Et l'originalité de son architecture réside dans les grandes oreilles, qui sont ces volutes en spirale coiffées de statues et qui assurent la transition entre les façades et le dôme, surplombé par sa sainte protectrice. L'intérieur monumental possède de nombreuses œuvres d'art du Tintoret et de Titien. Dans le chœur, au-dessus de l'autel, une Madone à l'enfant est dans le plus pur style byzantin dont Venise était proche, eu égard au commerce qu'elle entretenait avec les pays du Levant.
Cannaregio possède beaucoup d'églises, dont celle de la Madonna dell'Orto, qui est l'une des plus belles. Elle fut construite au XIVe siècle et d'abord dédiée à Saint Christophe, le saint patron des voyageurs, avant d'être consacrée à la Vierge. La façade en briques est décorée de pierres blanches et les 12 apôtres y figurent en bonne place. Le portail, lui, est décoré de fines colonnes corinthiennes. Son campanile est surmonté par un dôme en oignon, dans le style oriental. Le magnifique cloître attenant date aussi de la même époque. L'intérieur est constitué d'une nef principale avec des arcs soutenus par des colonnes en marbre grec. Et l'abside pentagonale est décorée de tableaux du Tintoret surmontés des vertus cardinales. Le long de la nef principale, les allées latérales recèlent plusieurs beaux autels de marbre de différentes couleurs et surmontés de statues. Autre peintre de talent qui a œuvré ici, le Vénitien Cima da Conegliano, dont on peut admirer le Saint Jean-Baptiste. Ici, une Sainte Agnès, toujours du Tintoret, nous raconte son miracle sous le pinceau du grand maître vénitien du maniérisme. Le grand peintre est d'ailleurs enterré dans une chapelle à droite du chœur. Sur l'une des îles qui composent la Giudecca, San Giorgio Maggiore est une basilique abbatiale qui fait face à la place San Marco. Achevée au début du XVIIe siècle, l'église et son cloître épaulent un campanile haut de 63 mètres qui abrite 6 cloches. Sur sa façade en pierre blanche trônent les statues en marbre de Saint-Georges et de Saint-Étienne. L'intérieur de l'église en forme de croix latine est divisé en 3 nefs, dont les murs latéraux sont percés de 6 chapelles. Ici aussi, Tintoretto a œuvré plusieurs fois. Dans l'une de ses chapelles latérales, c'est lui qui a peint ce couronnement de la Vierge. Dans une autre, le supplice de Sainte Lucie, lui, a été peint par Leandro Bassano. L'église est célèbre pour son chœur surmonté d'un orgue datant de 1750. On attribue le dessin du maître d'autel à l'Aliense, un peintre qui a travaillé avec Tintoretto. Les sculptures ont été réalisées par Gerolamo Campagna. Elles représentent Dieu sur le globe terrestre, soutenu par les 4 évangélistes. Les côtés de l'autel sont parés de très grandes toiles de Tintoretto. Celle de gauche représente la récolte de la manne, qui est l'un des paysages les plus remarquables du maître vénitien. La manne est cette substance sucrée qui suinte de certains végétaux. Elle servit de nourriture aux Hébreux qui traversaient le désert pour fuir l'Égypte à la recherche de la terre promise. Sur la droite, la Seine est l'une des toiles les plus célèbres du maître. On peut y admirer les effets de lumière que le peintre a su obtenir par l'opposition de l'éclairage de la lampe placée derrière. Derrière l'autel se trouve le chœur des moines qui présente un magnifique travail du bois réalisé par Alberto De Brule.
À une cinquantaine de kilomètres au nord de Managua, la ville de León a, elle aussi, postulé au titre de capitale du pays. Grâce à son université, la ville s'est affirmée comme la capitale libérale du pays et, au XXe siècle, la révolution sandiniste y établit ses quartiers. León est d'ailleurs très fière d'avoir été la première capitale de la Révolution. Aujourd'hui, la ville, qui revendique jalousement son titre de ville universitaire, développe une excellence artistique et culturelle, comme en témoignent les nombreux musées, expositions et églises qui parsèment le paysage urbain. Au milieu du parc central trône la statue de Máximo Jerez, qui est considéré comme le plus grand penseur politique libéral de l'histoire du Nicaragua. Il a été un leader du mouvement pour l'unité de l'Amérique centrale au XIXe siècle. À ses pieds, les lions sont un cadeau du président du pays voisin, le Guatemala. La statue trône fièrement devant la cathédrale de la ville. Cet édifice est un des 2 seuls sites du pays à être classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. D'abord bâti en 1610, puis brûlé, puis bâti à nouveau en 1624. Rebrûlé et rebâti encore et encore, l'actuelle cathédrale se caractérise donc par son éclectisme, montrant une transition entre les styles baroques et néoclassiques. Élevé au rang de basilique par le pape Pie IX, l'édifice se distingue par un plan rectangulaire avec 5 nefs et de gros piliers pour soutenir la voûte. La décoration intérieure est particulièrement sobre et la nef principale jouit d'une grande luminosité naturelle. Le sanctuaire du tabernacle est lui par contre très richement décoré et contraste avec la sobriété générale de l'ensemble. Sa pièce maîtresse est un Christ en bois, sauvé de la destruction de la première église. Son intérieur spacieux est jalonné sur les bas-côtés par de nombreux autels et chapelles, recelant de belles œuvres d'art, dont ces peintures des 14 stations du chemin de croix, réalisées par le peintre nicaraguayen Antonio Saria au début du XXe siècle. La cathédrale basilique de León a une vraie valeur historique. Elle est en effet depuis 1531 le siège du premier diocèse de l'Église catholique au Nicaragua, ce qui en fait donc l'un des plus anciens diocèses d'Amérique. Elle a de plus une valeur politique, car d'ici est née la résistance à la dictature, et quelques personnages illustres de la nation y sont enterrés. Ils reposent dans les cryptes destinées à résister aux tremblements de terre, car il s'agit ici bien sûr d'une construction antisismique qui a permis de supporter plusieurs tremblements de terre, mais aussi les 23 éruptions du volcan voisin. Autre église notable en ville, celle de la Recollection, la Récolte, est remarquable par sa hauteur, sa structure et sa couleur. Achevé en 1785, le bâtiment présente une architecture baroque mexicaine avec des colonnes tournantes et des reliefs en stuc qui évoquent la Passion du Christ. Le jaune intense de sa façade est repérable de loin et rend l'édifice unique. L'actuelle église du Calvaire, édifiée en 1810, est un bijou architectural, déclaré à ce titre patrimoine artistique national. Sa façade atypique, avec ses fausses briques rouges, témoigne de l'influence française dans l'architecture hispanique coloniale de l'époque. On peut y apercevoir des bas-reliefs, entièrement restaurés, représentant ici aussi des étapes de la Passion du Christ. La Révolution et la lutte pour l'indépendance contre la dictature ont marqué et marquent toujours profondément la culture du Nicaragua. En particulier dans la ville de León, ancien centre névralgique de la contestation contre les Somoza, qui a fini par l'assassinat du dictateur en septembre 1956. Témoins de cette culture de la lutte, les nombreuses œuvres de street art et autres fresques murales qui sont légion sur les murs de la ville. Elles représentent parfois les héros de l'indépendance, un symbole de paix ou, au contraire, la violence de l'ancienne dictature.
L'église Notre-Dame de la Merced a elle aussi été détruite pendant la guerre civile, puis incendiée par les hommes de William Walker, avant d'être entièrement réhabilitée, ainsi que la tour, à la fin du XIXe siècle. Aux Amériques, la Vierge de la Miséricorde était considérée comme la protectrice contre les éruptions volcaniques, les tremblements de terre et autres événements naturels dommageables. La nef est soutenue par des colonnes de bois d'une seule pièce, dont la base est décorée. Elle est prolongée par l'autel principal sur lequel est vénérée la statue de Notre-Dame de la Miséricorde. Cette statue a été apportée de Barcelone en Espagne, ici à Léon, par les frères Mercader au XVIIIe siècle. Depuis, tous les 24 septembre, elle est exposée dans les rues de la ville lors d'une procession qui génère beaucoup de ferveur. La dévotion à la Vierge de la Merced s'était répandue depuis la Catalogne à partir du XIIIe siècle comme une espèce de chevalerie religieuse. L'ordre des Mercédaires a donc participé à l'évangélisation de l'Amérique dès le début, et cette dévotion s'est répandue et s'est profondément enracinée sur tout le territoire américain. La voûte au-dessus de l'autel principal est couverte de fresques représentant la protectrice de l'Église. Ce culte de la Vierge compatissante est un peu lié à l'ancien esprit des chevaliers qui sont allés aux croisades en Terre Sainte pour y fonder des communautés autour des églises qu'ils bâtissaient. Et beaucoup des principales villes coloniales d'Amérique latine ont été fondées avec le soutien des frères Mercader. Le théâtre municipal est l'une des scènes culturelles les plus importantes de Léon. Il a été déclaré patrimoine culturel national et il a accueilli depuis son inauguration en 1885 des représentants éminents d'Europe et d'Amérique du Sud dans les domaines de l'opéra et du théâtre, dont le célèbre poète Rubén Darío. Devant sa façade aux couleurs vives, deux statues en bronze représentent des allégories du théâtre avec un masque et de la musique avec une harpe. Parmi les hauts lieux culturels de la capitale autrichienne, le musée de l'histoire de l'art de Vienne est considéré comme l'un des premiers musées d'art anciens du monde. La fonction muséale de ce bâtiment a été fixée dès la construction, en 1891, sur le boulevard circulaire qui encercle la vieille ville. Sa façade imite le style de la Renaissance italienne et chaque année, il reçoit plus de 600 000 visiteurs, dont 75% d'étrangers. Il a été construit non loin du palais impérial afin d'accueillir les vastes collections des Habsbourg accumulées au cours des siècles. Il a été conçu grâce à un mélange concentré d'éléments décoratifs néo-baroques et il forme l'un des intérieurs les plus exquis et festifs connus dans l'architecture des musées européens. L'entrée et son escalier sont dignes des merveilles qui se trouvent exposées ici. À l'étage, le hall offre un dôme qui serait jalousé par n'importe quel palais royal ou papal. Y trônent les vertus et les monarques. Le musée présente donc diverses collections inégalées, qui vont des antiquités à la peinture du XVIIIe siècle en passant par la Renaissance, avec les nombreuses œuvres des maîtres de l'Europe du Nord. Et en particulier la plus grande collection au monde d'œuvres de Peter Bruegel, dit l'Ancien. Né vers 1525, il est, avec Jan van Eyck, Jérôme Bosch et Petrus Paulus Rubens, l'un des 4 sommets de la peinture flamande. Dans un tout autre genre, Pierre-Paul Rubens réalise surtout de grands projets religieux, d'importantes séries de peintures historiques et des peintures mythologiques.
Maître du siècle d'or hollandais au XVIIe siècle, Johannes Vermeer n'a peint que 45 tableaux et sa notoriété était limitée à sa province. Ce tableau qu'il n'a jamais voulu vendre le montre certainement au travail. Les peintres allemands ne sont pas en reste à la Renaissance. Albrecht Dürer, lui aussi, voyage plusieurs fois en Italie. De retour en Allemagne, il devient le peintre allemand du début de la Renaissance au service de l'empereur. Son ami Lucas Cranach, l'Ancien, est également peintre de cour. Sa carrière a oscillé entre deux styles, un plutôt gothique, comme ici avec les Trois Sœurs, et l'autre déjà maniériste, inspiré du baroque. Acquis aux idées luthériennes, il participe à la création de l'iconographie protestante. Dans le livre de Judith, que revendiquent les protestants, Judith décapite le général Holoferne, qui menace Israël. Mais la Renaissance est déjà née depuis une centaine d'années en Italie et sa première période se termine. Giovanni Bellini, le précurseur de l'école vénitienne de la Haute Renaissance, marque la rupture définitive avec le gothique. Raphaël, lui, après être devenu maître peintre, part vivre à Florence où il achève sa formation auprès de Michel-Ange et de Léonard de Vinci. C'est à cette époque qu'il peint sa Madone. Considéré comme l'un des plus grands peintres, la grâce de ses œuvres est souvent opposée à la violence de son concurrent Michel-Ange. Jacopo Tintoretto, lui, représente le maniérisme vénitien dans toute sa splendeur. Comme beaucoup de peintres, Tintoretto trouve un support dans la Bible et, ici, il reprend le thème biblique de Suzanne, la jeune fille naïve qui se fait observer pendant sa toilette par deux vieux. Le peintre montre son talent dans le traitement de la lumière, sombre et argentée, qui illumine le corps de Suzanne avec une clarté cristalline. Caravage marque une rupture dans l'art. En inventant le clair-obscur, il crée une violence et un drame qui feront école. Gentileschi était l'élève de Caravage avant qu'il ne fuit Rome. Gentileschi a été l'un des principaux propagateurs du caravagisme en Europe, dont il donnait une version adoucie de réalisme et de lumière. Autre peintre de cour, l'Espagnol Diego Velázquez réalise surtout des portraits de la famille royale, mais étant très cultivé, il organise aussi la collection d'art du roi en faisant plusieurs voyages en Italie. Plus que peintre de cour, il était le peintre de chambre du roi. Pour preuve, ces deux tableaux de l'infante Marguerite Thérèse à deux âges différents. C'était une commande pour que le prince autrichien qui s'était engagé à l'épouser lors de sa naissance puisse la voir grandir. C'est une très belle collection qu'offre le musée d'histoire de l'art de Vienne. Ces galeries de tableaux accueillent de nombreuses œuvres majeures de l'art occidental, comme la Madone dans la verdure de Raphaël, l'Atelier de Vermeer, les portraits d'infantes réalisés par Velázquez et des chefs-d'œuvre de Bruegel, Rubens, Dürer, Caravage ou Tintoret. Cette collection est bien implantée dans l'histoire de la Renaissance qui a modelé cette grande ville. Le musée de l'histoire de l'art donne sur une place au centre de laquelle se trouve une grande statue représentant l'impératrice Marie-Thérèse. Épouse de l'empereur François Ier, elle gouverna 40 ans après la mort de son mari et elle fut surnommée la Grande. La statue en bronze de 44 tonnes la montre accueillante et autoritaire. Elle a su gouverner et préserver l'Empire avec l'aide de chevaliers fidèles et avisés. Juste en face de l'autre côté de la place, le musée d'histoire naturelle et la réplique du musée de l'histoire de l'art. Il a ouvert ses portes en même temps, et lui aussi pour accueillir l'immense collection des Habsbourg. Animaux, insectes, végétaux, pierres précieuses, le musée abrite environ 30 millions d'objets.
C'est l'impératrice Sissi qui inaugura la place et les deux musées en 1888. À moins de 200 km au sud de Paris, entre les villes d'Amboise et Blois, se cache un trésor de poésie. Le château de Chaumont-sur-Loire est perché sur un promontoire à 40 mètres au-dessus du dernier fleuve sauvage d'Europe. Le domaine a été bâti par Pierre d'Amboise, ministre du roi Louis XI, et modifié par son fils Charles dans le style gothique et défensif, caractéristique des châteaux de la fin du XVe siècle. Plus tard, le château fut la propriété de Catherine de Médicis, de Diane de Poitiers et de la princesse de Broglie. À l'intérieur de la cour, le style défensif laisse place au style Renaissance importé d'Italie. Les échauguettes, les fenêtres et les toits pentus affichent une architecture non militaire et laissent ainsi entrer la lumière. C'est Charles II qui finira la troisième étape des travaux au début du XVIe siècle. On lui doit la construction du grand escalier monumental, intérieur et non extérieur, comme c'était le cas au Moyen-Âge. Cet escalier a une largeur presque royale, car il était interdit pour un seigneur de posséder un escalier plus large que celui du roi. La taille des marches a été calculée afin que les chevaliers puissent monter sans que leur épée touche les marches. Le noyau central est sculpté avec des coquilles, devant lesquelles on plaçait des bougies afin d'éclairer l'escalier la nuit. Les vitraux restaurés par le prince et la princesse de Broglie au XIXe siècle affichent les généalogies des différents propriétaires du château. Il faut donc utiliser le majestueux escalier pour monter dans les appartements d'honneur qui se situent toujours à l'étage, et l'on arrive dans la salle des gardes. Les gardes protégeaient le château et ses occupants, mais ils protégeaient également le trésor du seigneur, bien à l'abri dans ce coffre-fort de fabrication allemande, qui pèse 250 kg. Les 20 peines de fermeture sont tous synchronisés avec une seule clé et il y avait un code secret pour tourner la clé dans plusieurs sens différents. Au-dessus, une tapisserie des Gobelins du XVIIe siècle représente une scène de bataille entre Athéniens et Perses. Mais l'époque des comtes d'Amboise se termine. À la mort de Charles II, la famille vend le château à l'épouse du roi Henri II, Catherine de Médicis. C'est à titre privé, et non en tant que reine de France, qu'elle l'achète, car c'est un château très intéressant au niveau économique. Grâce à ses terres et aux droits de passage, elle va gagner beaucoup d'argent. Sa chambre a été reconstituée à la mémoire de la période où elle habitait ici, en 1550. Cette pièce royale constitue un appartement à part entière, et sa destination variait suivant les heures de la journée pour devenir cabinet de toilette, chambre à coucher ou salle de réception. Au fond de la chambre, une porte donne accès à la tribune de la chapelle. Ainsi, depuis son lit, la reine pouvait entendre et suivre la messe. Les vitraux, restaurés au XIXe siècle, relatent l'histoire des différents maîtres de Chaumont. Catherine de Médicis ne se déplaçant jamais sans ses astrologues, elle va leur allouer une chambre. Nostradamus ou Ruggieri, qui avaient autant de pouvoir qu'un ministre, se sont donc succédés ici. La légende veut que ce soit dans cette salle que Ruggieri prédit à Catherine qu'aucun des fils qu'elle eut avec Henri II n'aurait d'enfant. Ils sont en effet tous morts jeunes ou sans enfants, et sa fille épousera un certain Henri IV qui deviendra alors roi de France. Même si le château n'est pas royal, il possède néanmoins une salle du conseil. Ici, dans cette vaste salle d'apparat, nombre de conciliabules et de décisions ont abouti à des accords politiques ou économiques. Suite à une restauration en 2006, a été découvert caché sous les tentures ce décor datant de 1852 et qui est dû au propriétaire qui occupait les lieux avant la princesse de Broglie. Le carrelage, lui, provient de Sicile. Sa particularité est que les couleurs sont cuites les unes après les autres afin d'éviter qu'elles ne se mélangent.
Si l'on prend un carreau avec 5 couleurs, il sera cuit 5 fois et de façon totalement différente. C'est donc beaucoup plus tard, à la fin du XIXe siècle et pendant 40 ans, que le château va à nouveau connaître une époque fastueuse. Ses nouveaux propriétaires, le prince et la princesse de Broglie, passionnés par l'histoire du lieu, vont faire restaurer de nombreux éléments de décor intérieur et extérieur du domaine. La princesse qui admirait Catherine de Médicis fait régulièrement venir des artistes et des intellectuels de Paris dans son train privé. Elle donne des fêtes et des réceptions et mène une vie luxueuse. Dans cette pièce, elle fait jouer des spectacles de la Comédie Française ou de l'Opéra de Paris. Elle invite Sarah Bernard, Marcel Proust ou le compositeur Francis Poulenc. Dans les salons, le prince et la princesse ont reçu les plus grandes têtes couronnées du monde, ainsi que les plus grosses fortunes. Il était normal de rencontrer à Chaumont Édouard VII d'Angleterre, Juan Carlos du Portugal, la reine Élisabeth II d'Espagne, Carlos Ier de Roumanie, le Shah d'Iran ou le Maharaja du Punjab. À cette époque, le château de Chaumont était réellement le centre de la France. Pour son confort, la famille fait installer le chauffage central, mais aussi l'eau courante. Et ce sera le premier domaine privé à avoir l'électricité. Parmi ce décor quasi royal, l'indiscret, avec sa forme hélicoïdale, était réservé aux femmes. 2 d'entre elles parlaient et l'autre écoutait. Après tous ces fastes, la princesse vend le château en 1938 et l'État, acquéreur, le rétrocède alors à la région. Transformé en musée, le château est aujourd'hui un fidèle reflet de la vie aristocratique de l'Europe du XIXe et du début du XXe siècle. De la fantaisie des de Broglie, il reste aujourd'hui un étrange parfum qui a pris place dans les communs et dans les jardins du domaine. La direction du musée y a mis en place une scénographie contemporaine qui peut rappeler les fastes d'alors. Blotti dans son architecture défensive gothique, agrémentée par la Renaissance et par les extravagances de la princesse de Broglie, le château de Chaumont-sur-Loire se présente comme étant à l'avant-garde de la création, de l'élégance et de la fantaisie. Il a été inscrit récemment au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Tzipilchaltún est un site archéologique maya situé dans l'état mexicain du Yucatan, à 17 km au nord de la capitale de l'état, Mérida. Son nom signifie « là où il y a des écritures sur les pierres ». Le site aurait été habité depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ et il a perduré jusqu'à la conquête espagnole au XVIe siècle. Tzipilchaltún a atteint son apogée au cours de la période classique tardive maya, entre le 7e et le 10e siècle. Sa population a compté plusieurs dizaines de milliers d'habitants, ce qui la présente comme l'une des plus grandes villes antiques en Mésoamérique. Sur le site, plus de 8400 structures se répartissent dans une zone de 20 km². La partie centrale est composée de nombreuses constructions monumentales considérées comme des chefs-d'œuvre de l'art maya, avec des pierres taillées sur mesure et maçonnées. Ce savoir-faire a été repris à leur compte par les Espagnols qui ont réutilisé les matériaux parfaitement coupés pour construire leurs propres bâtiments, comme cette église qui se trouve aujourd'hui en ruine. Cette chapelle catholique a été construite par les missionnaires franciscains au cours du XVIe siècle, en plein milieu de la place centrale du site. L'autre caractéristique majeure de Tzipilchaltún est son cénote. Ce trou d'eau douce était certainement le centre d'un culte, et ses eaux cristallines couvertes de nénuphars ont abrité des trésors archéologiques qui ont été depuis récupérés par des plongeurs.
Parmi ces structures, la ville conserve 12 SACB, ou routes blanches, dont la plupart commencent à partir du centre-ville et vont vers la périphérie. Relié par un des SACB au reste du site, l'édifice le plus connu de Zibil Chaltun est le temple des 7 poupées. Il a été nommé ainsi à cause des 7 petites statues trouvées ici, quand le temple fut découvert par les archéologues dans les années 1950. Surmonté d'une tour, c'est un temple carré bâti sur une sous-structure monumentale et qui comporte 4 ouvertures symétriques. Lors des équinoxes de printemps et d'automne, le 21 mars et le 21 septembre, le soleil levant brille directement sur une porte et traverse l'ouverture opposée. L'équinoxe de printemps initiait les plantations et l'équinoxe d'automne, les récoltes. Le site abrite un musée qui contient les objets mayas retrouvés ici et dans toute la région environnante, comme ces statues zoanthropomorphiques d'hommes à tête d'animal. Ici, des joueurs de pelote, le jeu sacré maya qui se terminait souvent par le sacrifice du perdant. Le musée abrite des reliques, mais aussi des masques, de la poterie peinte, diverses stèles et pierres sculptées et les linteaux de porte en excellent état. Ici, un magnifique Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Ces trésors démontrent, s'il y avait lieu, toute la richesse de cette culture entièrement dévouée à la nature et à ses bienfaits. Outre son savoir-faire dans le domaine de l'agriculture et de l'architecture, la civilisation maya est aussi principalement connue pour ses avancées dans les domaines de l'écriture, de l'art, des mathématiques, de l'astronomie, sans parler de la puissance de sa spiritualité. Après avoir disparu avec l'arrivée des Espagnols, c'est aujourd'hui une des civilisations précolombiennes les plus étudiées avec celle des Aztèques et des Incas. Le musée retrace donc cet apogée culturel à travers divers artefacts. Mais cet apogée culturel était dû aux richesses matérielles, car Zibil Chaltun s'était enrichi grâce au commerce du sel. En effet, l'or blanc était extrait non loin à l'époque et les habitants en ont fait commerce dans tout le monde maya. La cité était devenue une plaque tournante des affaires à l'époque classique tardive. L'université de Salamanque est la plus ancienne université du pays et la 5e en Europe, après Bologne, Paris, Oxford et Cambridge. Son origine remonte donc aux écoles de l'ancienne cathédrale. L'université en elle-même ne fut construite qu'au début du XVe siècle. Au centre de la cour, la statue de frère Luis de León, un moine écrivain, poète et traducteur, qui enseigna la théologie et la philosophie. À cette époque, il y avait 11 chaires spécialisées en droit canon, en droit civil, en médecine, logique, grammaire et musique. Ce titre d'université manifeste la diversité des enseignements dispensés et la validité de ces diplômes, ainsi que le fait d'être ouverte à tous. Progressivement, les écoles mineures puis les majeures ont été créées et certains papes ont même favorisé leur développement.
Après son retour des Amériques, c'est ici que Christophe Colomb présenta son plan d'une expédition vers l'Asie dans l'espoir d'obtenir une aide financière du royaume en place. Aujourd'hui, les bâtiments de l'université historique et ses bâtiments les plus anciens n'abritent plus de salles de cours, mais seulement des lieux de conférences et un musée. Parmi les salles de cours, celle de frère Luis de León qui possède sa statue dans la cour. Les bancs sont encore ceux d'époque. L'amphithéâtre ressemble un peu à un tribunal. Il possède des tapisseries de Goya. Bien évidemment, l'université possède sa propre chapelle dans le plus pur style baroque. La colonnade qui donne sur un petit jardin est un endroit propice à la concentration. Au premier étage, l'ancienne bibliothèque de l'université est tout simplement impressionnante. Ouverte depuis 1465, elle a été la première bibliothèque universitaire au monde. Elle compte plus de 150 000 documents et livres inestimables. Les collèges étaient les résidences où logeaient les étudiants au Moyen Âge. Sur les murs de la cour sont écrits les emblèmes des étudiants reçus aux examens. Ils étaient tracés avec le sang d'un taureau sacrifié pour l'occasion. À l'intérieur, on peut contempler un beau plafond peint par Fernando Gallego et intitulé « Le ciel de Salamanque ». Il représente les signes du zodiaque et des éléments mythologiques. La cour, entourée d'une colonnade à l'image de celle d'un cloître, montre bien le fort lien qui existait à l'époque entre l'Église et l'université, ou entre religion et savoir. Un siècle plus tôt, en 1419, le couvent de Las Dueñas a été fondé dans l'ancien palais d'un riche financier. L'intérêt majeur de l'ensemble est certainement son magnifique cloître qui a dû s'adapter à la disposition des constructions primitives. Il a donc une forme pentagonale irrégulière. S'élevant sur 2 étages, ses arches, ses colonnes, ses chapiteaux et ses linteaux ont été richement sculptés par un artiste aujourd'hui oublié. L'idée était de créer une maison de retraite pour les riches et nobles dames de Salamanque. Ainsi entourées de sœurs dominicaines, elles pouvaient terminer tranquillement leur vie.
Ici, au XVIIIe siècle, vécut une nonne africaine. Elle fut capturée en Afrique à l'âge de 10 ans. Mais de par sa condition de princesse, elle ne fut pas esclave. Elle fut présentée au roi et refusa même un mariage avec un prince français. Elle préféra être servante au couvent avant de pouvoir prononcer ses vœux à l'abri du monde qui lui avait brisé sa vie.